Bonjour à tous, moi c'est Rodolphe Meyer et je fais de la vulgarisation scientifique sur YouTube, sur une chaîne qui s'appelle Le Réveilleur. Et j'ai commencé à faire ça après un doctorat dans les sciences de l'environnement. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui vous êtes sur T'as capté et on va parler d'énergie. T'as capté. Alors d'abord, qu'est-ce que l'énergie? L'énergie, c'est une grandeur physique qui sert à caractériser, à quantifier des transformations. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a des transformations autour de nous, il y a de l'énergie en jeu. Quand il y a de l'eau qui se réchauffe, il y a de l'énergie en jeu. Quand il y a de la glace qui fond, il y a de l'énergie en jeu. Quand il y a une voiture qui accélère, il y a de l'énergie en jeu. Et en fait, l'énergie peut prendre différentes formes et elle va se conserver. Donc par exemple, quand il y a le rayonnement solaire qui vient sur une planche noire, eh bien, l'énergie de ce rayonnement va être absorbée par la planche qui va se réchauffer. Et en fait, la quantité d'énergie qui était dans ce rayonnement, on va le retrouver dans la chaleur qui a été ajoutée à cette planche. Et une conséquence importante de cette conservation de l'énergie, c'est que l'énergie, elle ne se crée pas, elle ne fait que se transformer. Quand vous avez l'énergie qui vient quelque part, elle vient d'ailleurs. Donc elle va continuellement changer de forme et elle ne peut pas disparaître. Alors souvent, on a un peu des abus de langage quand on en parle. On va parler de production d'énergie, par exemple, pour nos sociétés. Et dans ce cas-là, c'est juste qu'on a été l'extraire de l'environnement. Donc en fait, l'électricité de l'éolienne, par exemple, on va dire qu'elle est produite, mais elle est extraite du vent. Et puis après, quand vous êtes chez vous et que vous utilisez cette électricité, elle va changer de forme. Donc si vous l'avez mis dans votre téléphone, par exemple, ultimement, elle va finir comme chaleur dans la pièce. Donc elle ne va pas être perdue, mais elle va être sous des formes qui nous intéressent moins. L'unité qu'on utilise en physique pour quantifier l'énergie, c'est le joule. Et le joule, c'est une petite unité. Par exemple, un métabolisme humain, pour une journée, il a besoin de 6 millions de joules. Même souvent, on vous donne ça sous forme de calories ou de kilocalories, qui est une autre unité pour compter l'énergie. Et après, il y a une troisième unité qu'on utilise beaucoup, qui est le kilowattheure. Et pour ça, il faut que je vous explique un peu la différence entre la puissance et l'énergie. La puissance, c'est quoi? C'est de l'énergie par unité de temps. Ça se mesure en watts, et un watt, c'est 1 joule pendant 1 seconde. Donc si vous avez un radiateur, par exemple, de 1000 watts qui va fonctionner pendant 6 secondes, eh ben, il va dégager 6000 joules de chaleur. Et quand on connaît cette puissance en watts, on est tenté d'utiliser une autre quantification de l'énergie, qui est le wattheure. Un wattheure, c'est quoi? C'est 1 watt pendant 1 heure. Donc on multiplie une puissance par un temps et on a de l'énergie. Et en fait, si vous avez des factures d'électricité, par exemple, ça va être souvent en kilowattheure. Donc c'est 1 kilowatt, donc 1000 watts pendant 1 heure. Et après, on va utiliser des multiples de ces unités. Donc on a le watt, on a le kilowatt, donc c'est 1000 watts, et on a des multiples comme ça successifs. Donc 1 kilowatt, c'est 1000 watts, c'est la puissance typique d'un radiateur. Un four, ça fait à peu près 2 kilowatts. Ensuite, on a des mégawatts. Donc là, ça va être la puissance d'une éolienne. Une éolienne, ça fait 3, 4, 5, 6 mégawatts de puissance quand elle tourne à pleine puissance. Et après, on a des gigawatts. Un gigawatt, c'est typiquement la puissance d'un réacteur nucléaire. Et donc, c'est une puissance qui est assez importante. Et c'est pour ça que dans Retour vers le futur, quand Doc veut renvoyer Marty dans le futur et qu'il a besoin de 1,21 gigawatts de puissance, ça lui paraît énorme. Parce qu'effectivement, c'est énorme. La puissance électrique d'un réacteur nucléaire, c'est une puissance qui est très importante par rapport à celle qu'on utilise, nous, tous les jours. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts. Mon Dieu! En une phrase, la différence entre énergie et puissance, c'est que de la puissance, c'est de l'énergie par unité de temps. Donc en fait, si vous multipliez une puissance par un temps, vous avez une quantité d'énergie. Donc on a vu dans cette vidéo ce cher Robert qui essaie de toaster une tranche de pain. Alors il y a plein de trucs à en dire. Un premier truc, c'est que vous avez vu, on voit sa puissance quand il pédale. Et à la fin, on a une quantification d'énergie qui est la puissance fois le temps. Donc là, on voit ce que je viens de vous expliquer juste avant. Et puis l'autre truc aussi, ça permet de se rendre compte que pour des trucs aussi banals que de toaster du pain, en fait, il faut beaucoup de puissance et beaucoup d'énergie par rapport à ce que nous, on est capable de déployer. Et en fait, dans notre utilisation de l'énergie de tous les jours, ça reviendrait à avoir des centaines de Robert qui travaillent pour nous constamment, pour faire fonctionner notre machine, notre frigo, notre ordinateur, notre toast, notre four, notre voiture, etc., etc.
Et nous aussi, on peut regarder notre fonctionnement d'un point de vue énergétique. On va manger de la nourriture. Là-dedans, il y a de l'énergie potentielle. Et en fait, notre corps va utiliser cette nourriture pour la transformer en mouvement, par exemple, ou en chaleur. On dégage de la chaleur. Et donc, on va utiliser de l'énergie qu'on a pris dans l'environnement sous forme de carottes, sous forme de steaks, sous forme de tout ça. Et avec ça, on va pouvoir faire tout ce qu'on fait tous les jours. Il y a une autre notion qui est importante quand on parle, par exemple, de cette nourriture, c'est la notion d'énergie potentielle. Vous voyez, par exemple, quand il y a du soleil, l'énergie, elle est là ou pas. Le soleil vous éclaire, ça vous réchauffe. S'il y a un nuage qui passe, eh bien, ça ne vous réchauffe plus. Et cette énergie qui était disponible ne l'est plus. À l'inverse, une énergie potentielle, elle est disponible. C'est les céréales qui sont en train de vous attendre dans votre meuble et vous pouvez les manger à n'importe quel moment et ils seront utilisés à ce moment-là. C'est aussi, par exemple, la bûche à côté du feu de cheminée qui attend qu'on l'allume pour libérer la chaleur. Donc, en fait, elle est potentiellement disponible, elle est là, elle attend qu'on la déclenche. Et donc, c'est des énergies un peu différentes entre ce qui est disponible directement dans l'environnement et si on ne le prend pas, on l'a perdu, et puis ce qu'on peut stocker pour plus tard. Et du point de vue de nos sociétés vont extraire de l'énergie de l'environnement pour l'utiliser pour nous, pour l'utiliser pour plein de choses, pour fabriquer des objets, pour nous déplacer, pour nous chauffer, pour alimenter l'écran que vous êtes en train de regarder ou le haut-parleur qui vous permet de m'entendre. Et donc, pour tout ça, on a besoin d'énergie qu'on va aller chercher dans l'environnement. Et depuis très longtemps, l'humanité a extrait l'énergie de l'environnement. Déjà, nos ancêtres, ils allaient chercher de la nourriture dans l'environnement pour leur propre fonctionnement. Ils étaient réchauffés par le soleil. Et puis après, on a appris à exploiter d'autres formes d'énergie, d'autres humains, donc de la puissance musculaire, également des animaux de trait ou des chiens qui viennent aider à la chasse. Donc on exploite les muscles d'autres animaux. On a aussi appris à exploiter de la biomasse, donc tout ce qui est des végétaux, et notamment le bois avec le feu. Finalement, on a appris à aller chercher cette énergie pour cuire nos aliments, pour nous réchauffer. Après, on a appris à exploiter le vent avec les voiles ou avec les premiers moulins. On a également appris à exploiter la force de l'eau avec les moulins. Et puis après, il y a eu les ressources fossiles, le charbon, le pétrole, qui sont très importantes dans nos sociétés aujourd'hui, on en reparlera. Et puis, évidemment, le nucléaire également et la fission nucléaire qui permet notamment de produire de l'électricité. T'as capté? Et donc nos sociétés ont besoin d'aller chercher de l'énergie et des ressources de l'environnement. C'est un aspect qu'on retrouve dans plein de jeux vidéo très différents, qu'on pense à Minecraft, à Starcraft ou à SimCity. On a ce besoin d'énergie, ce besoin de ressources. Mais aujourd'hui, c'est quoi les énergies que nous allons chercher dans l'environnement? En fait, on va qualifier ces énergies qu'on trouve dans l'environnement d'énergie primaire, et il y en a beaucoup de différentes formes. On pense évidemment au vent qu'on exploite avec les éoliennes, au soleil qu'on peut exploiter avec les panneaux photovoltaïques ou avec ce genre de centrale à concentration. On peut penser également à l'eau qu'on exploite avec l'hydroélectricité. Et puis il y a des formes un peu plus rares comme la force houlomotrice, donc les vagues, ou encore marémotrice, où là on exploite la gravitation, en fait, donc l'effet de la Lune sur la Terre. Ensuite, on va avoir tout ce qui est biomasse, donc les végétaux, notamment le bois qu'on peut brûler pour se chauffer ou qu'on peut brûler pour faire de l'électricité. On va avoir l'uranium, on va utiliser sa fission pour produire de la chaleur puis de l'électricité. Et on a évidemment, ça va pas mal nous occuper, les ressources fossiles, charbon, pétrole et gaz naturel. Le gaz naturel, il ne faut pas se faire tromper par le naturel, c'est une ressource fossile. D'ailleurs, je vais plutôt parler de gaz ou de gaz fossile, parce que souvent, quand on dit gaz naturel, c'est un petit peu trompeur. Il ne faut pas le confondre, par exemple, avec le biogaz, qui est un gaz qu'on obtient à partir de la biomasse, donc qui ne va pas poser les mêmes problèmes. Et quand on regarde ces formes d'énergie, il y a quelque chose d'amusant à se demander, qui est lesquelles viennent du soleil. Le soleil, évidemment, ça vient du soleil pour le panneau photovoltaïque, mais le vent, c'est une différence de température. Et en fait, ce qui fait ces différences sur Terre, c'est le soleil. Donc là, on a encore du soleil. L'hydroélectricité, c'est de l'eau qui s'écoule. Et en fait, ce qui va évaporer de l'eau, c'est le soleil. Donc on a encore du soleil. Pour la biomasse, pour les plantes, en fait, elles poussent grâce à la photosynthèse, donc grâce au soleil. Et ces ressources fossiles, ce que je ne vous ai pas dit, pétrole, gaz, charbon, c'est que ce sont des restes fossilisés d'organismes qui ont poussé il y a longtemps. C'est l'énergie solaire, quelque part d'il y a 100, 200, 300 millions d'années, qui a été fossilisée. Donc c'est l'énergie solaire qu'on a décalée dans le temps, on exploite l'énergie solaire du passé. La puissance du soleil dans la paume de ma main. Et en fait, il y a très peu d'énergie qui ne viennent pas du soleil. Il y a l'uranium, évidemment, et puis il y a aussi, par exemple, la force marémotrice qui est due à la Lune. Et il y a également la géothermie, dont on n'a pas parlé, qui est l'énergie qui provient du sol. Alors, quelle est la différence entre une énergie renouvelable et non renouvelable? En fait, pour qu'elle soit renouvelable, il faut que du point de vue des sociétés humaines, elle se renouvelle. Donc, par exemple, quand il y a du soleil qui arrive sur un panneau photovoltaïque, si vous prenez ce soleil-là, ça n'empêche pas la génération suivante d'en avoir. Donc ça, c'est une ressource qui est renouvelable. C'est le cas aussi de l'hydroélectricité, c'est le cas également du vent, c'est le cas également de la biomasse. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, c'est renouvelable à certaines conditions.
Si vous venez et que vous coupez une forêt et que vous mettez un parking à la place, il n'y a pas une forêt qui va repousser. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme renouvelable. Par contre, si on prend ce bois-là et qu'on laisse une forêt repousser à la place, la génération suivante pourra aussi utiliser ce bois. Et à l'inverse, on a des ressources qui ne sont pas renouvelables, qui sont non renouvelables, notamment les ressources fossiles. Quand on va chercher du charbon, certes, il a été créé naturellement par la Terre et le pétrole et le gaz, il y en a sans doute qui sont créés un petit peu aujourd'hui, mais en fait, ça se crée à un rythme qui est extrêmement faible par rapport à ce qu'on utilise. Donc quand on va chercher ce pétrole, quand on va chercher ce gaz, quand on va chercher ce charbon et qu'on l'utilise, ça en prive les générations suivantes qui ne pourront pas l'utiliser. Et c'est pareil pour l'uranium. L'uranium, ce n'est pas une ressource fossile, parce que ce n'est pas des restes d'un être vivant, mais c'est une ressource non renouvelable. On l'a détruit à l'usage, et du coup, les générations suivantes ne pourront pas se servir de l'uranium qu'on a cassé aujourd'hui dans nos centrales. Dans l'énergie, on a des conventions. Donc, on l'a dit, l'énergie primaire, c'est ces énergies qu'on va extraire de l'environnement. Et ensuite, on peut les transformer dans ce qu'on appelle des énergies secondaires qui vont pouvoir être utilisées derrière. Donc, par exemple, si on crée de l'électricité à partir du nucléaire, cette électricité, c'est une énergie secondaire. Mais cette énergie, pour l'instant, elle est à la centrale nucléaire. Et on veut l'amener jusque chez vous. Et quand on va vous la vendre, c'est ce qu'on appelle l'énergie finale. Donc entre les deux, il y a quoi? Il y a juste les pertes au niveau du transport. Et pour l'électricité, ça va être les pertes dans le réseau électrique. Et cette énergie finale, après, on peut encore aller plus loin et regarder ce qui se passe chez vous et la transformer en énergie utile. L'énergie utile, c'est l'énergie dont vous vous servez réellement. Donc par exemple, quand vous achetez de l'essence et que vous la mettez dans votre voiture, cette essence, c'est l'énergie finale. Et l'énergie utile, c'est votre voiture qui se déplace. Et donc, entre les deux, il va y avoir le rendement du moteur de votre voiture. Et donc, le rendement de votre voiture thermique, ça va être quoi? Ça va être quelle est la quantité d'énergie qui est convertie en énergie mécanique, qui permet vraiment de se déplacer par rapport à la quantité d'énergie que vous avez brûlée à l'intérieur. Donc, le rendement d'une voiture thermique, c'est autour de 20-25%. Donc, en fait, il y a 20-25% de la chaleur dégagée par l'essence et le diesel qui est convertie en mouvement de votre voiture. Le reste est perdu sous forme de chaleur dans l'environnement. Quand on regarde ces rendements, en fait, on peut les comparer et c'est particulièrement intéressant quand on a la même chose au début et qu'on veut arriver à la même chose à la fin. Par exemple, si je pars de l'essence qui est faite à la raffinerie, que je viens la distribuer dans des stations-service, vous allez recharger votre voiture et puis vous allez faire avancer votre voiture. Et ça, on pourrait le comparer avec prendre cette essence, le mettre dans une centrale électrique, faire de l'électricité et faire avancer une voiture électrique ce coup-ci. Et si on multiplie les rendements, d'ailleurs, on se rend compte que c'est à peu près la même chose. C'est juste que dans un cas, il y a un rendement qui est assez faible au niveau de la centrale et qui est très élevé au niveau de la voiture électrique, alors que dans l'autre, le rendement, il est très faible au niveau de la voiture thermique. Un autre exemple qu'on pourrait prendre, c'est on extrait du gaz fossile de l'environnement, on l'amène jusqu'à chez vous et on le met dans votre chaudière pour vous réchauffer. Donc là, on brûle directement du gaz et vous avez un rendement qui va être à peu près de 100% au niveau de votre chauffage. Et l'autre alternative, c'est de prendre ce gaz, de le mettre dans une centrale électrique. Donc là, il va y avoir un rendement qui va être autour de 40% et de faire chauffer chez vous un radiateur électrique. Et dans ce cas-là, vous voyez qu'il vous faut plus de gaz pour avoir la même chaleur chez vous parce que le rendement de cette chaîne-là est plus faible. T'as capté? Alors en France, quand on regarde l'ensemble du pays, ça ressemble à quoi notre utilisation de l'énergie? Alors, premier point, il faut faire très attention, l'énergie, ce n'est pas l'électricité. En réalité, quand on regarde toute l'énergie finale qui est consommée en France, l'électricité, ça va être à peu près un quart de l'énergie consommée sur le territoire. Il y a 2/3 qui vont être des ressources fossiles, notamment le pétrole sur lequel repose toute notre mobilité. Les voitures, elles brûlent surtout du pétrole, mais c'est vrai aussi pour les camions, c'est vrai aussi pour les avions. Et puis on va avoir aussi du gaz dans ces ressources fossiles qui va être utilisé pour chauffer et pour certaines industries. Donc on a 2/3 de fossiles, un quart d'électricité, et puis ce qui reste, c'est de la biomasse qu'on utilise pour se chauffer, et notamment le bois. En France, on a quand même une particularité, c'est que pour ces 25% d'électricité, on utilise peu les ressources fossiles. Il y a à peu près 10% d'électricité qui est faite par des fossiles. Et puis après, on a des renouvelables pour autour de 15%, je crois, de mémoire. Et on va avoir 70% par là de nucléaire. Dans le monde, c'est différent. L'électricité est encore beaucoup produite par des ressources fossiles, ce qui fait que la consommation globale d'énergie dans le monde, c'est 80-85% de ressources fossiles. Et donc, vous voyez que l'essentiel de nos sociétés, au niveau mondial, repose sur les ressources fossiles. Et même en France, la majorité de l'énergie qu'on consomme, en fait, ce sont des ressources fossiles. Et si on vous en parle, c'est aussi parce que cette consommation qu'on a d'énergie pose certains problèmes. Alors la liste n'est pas exhaustive, mais on pourrait penser au changement climatique, au fait que certaines de ces ressources soient épuisables, aux impacts qu'elles ont, par l'extraction qu'il faut pour les construire, ou des impacts qui peuvent être directs sur l'environnement, aux questions de coûts, notamment pour les pays importateurs, parce qu'on consomme beaucoup de ressources fossiles, mais on en a très peu sur le territoire. Et puis, il peut y aussi y avoir des questions géopolitiques, et je pense que là-dessus, la guerre en Ukraine l'a bien montré.
Pour avoir accès à ces ressources fossiles, il faut être ami avec des pays qui ne sont pas forcément sympathiques. Et puis, dès qu'il y a des conflits économiques ou politiques, eh bien, on peut avoir des ruptures d'approvisionnement qui posent des problèmes pour avoir du gaz, pour avoir du pétrole en quantité suffisante pour répondre à la demande. Donc le changement climatique va avoir des conséquences très importantes sur l'ensemble du monde, y compris sur la France, et on les voit déjà aujourd'hui. Donc les gens de ma génération vont vivre avec ces conséquences graves. Et le changement climatique aujourd'hui, c'est dû à quoi? C'est dû pour une large part aux émissions de CO2. Et ces émissions de CO2, c'est dû à quoi? C'est dû pour une large part à l'utilisation de ressources fossiles. Donc en fait, ce qu'on veut faire quand on lutte contre le changement climatique, c'est utiliser moins de ressources fossiles, utiliser moins de charbon, moins de gaz, moins de pétrole. Et au-delà du changement climatique, notre utilisation de l'énergie pose d'autres problèmes environnementaux. On peut notamment penser à la pollution de l'air, qui tue beaucoup de gens chaque année dans le monde, et même en France, ça tue plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et cette pollution de l'air, elle est due notamment à l'utilisation de ressources fossiles, notamment aux émissions des voitures qui utilisent de l'essence et du diesel. T'as capté? Je vais essayer de vous expliquer un peu plus loin comment on fait pour réduire ces ressources fossiles, mais avant, il faut parler de l'électricité en particulier. Je trouve ça extrêmement stylé. L'électricité, on l'a dit, c'est une sous-partie de l'énergie qu'on consomme, mais c'est une sous-partie qui fonctionne de manière un peu différente du reste. Physiquement, l'électricité, on peut le définir comme un mouvement de porteur de charge, mais ça vous aide pas beaucoup à comprendre. Donc imaginez que là, j'ai une chaîne dans les mains, vous voyez, comme une grande chaîne de vélo, et vous avez l'autre côté. Vous la tenez fort, vous mettez des gants quand même pour pas que je vous abîme. Et en fait, si je tire cette chaîne comme ça, eh bien, vous allez sentir le frottement, ça va réchauffer vos mains. Et en fait, l'électricité, c'est ça va faire le lien entre une production et une consommation. Alors après, notre électricité à nous, c'est encore un peu plus compliqué. On a un courant qui est alternatif, ça veut dire qu'il change très régulièrement de sens. Donc ça revient avec ma chaîne à faire comme ça. Et si vous êtes de l'autre côté, dans vos mains, vous allez sentir que ça vous réchauffe. Je vous transfère de l'énergie comme ça, même si les maillons de la chaîne, en fait, ils ne vont pas jusque vous. C'est pareil pour le système électrique qu'on utilise. Les électrons ne vont pas de la centrale jusqu'à vous, ils oscillent comme ça sur place. Mais en fait, ces électrons permettent de vous transférer l'énergie, de connecter la centrale à vous. Et quand vous utilisez l'électricité, vous utilisez de l'énergie qui est produite au niveau de la centrale. Alors, au niveau de la centrale, comment elle est produite ? Eh bien, ça va dépendre des centrales, mais il y a quand même un fonctionnement qu'on retrouve dans beaucoup de centrales, c'est le fonctionnement du turbo-alternateur. Un turbo-alternateur, c'est quoi? Ça va être une hélice qui va tourner comme ça et qui va entraîner ce qu'on appelle un rotor, souvent sur lequel il y a des aimants. Et ça tourne à l'intérieur d'un stator sur lequel il y a souvent des bobinages. Et en fait, la variation de ce champ magnétique, ça va induire un courant. Et donc, ce turbo-alternateur, il est là pour quoi? Il est là pour transformer une énergie mécanique, une rotation, en électricité. Et donc, ce turbo-alternateur, vous l'avez par exemple dans des barrages, dans des centrales hydroélectriques. Ça va être l'eau qui va appuyer dessus, qui va entraîner ça. Et après, vous l'avez aussi dans des centrales fossiles ou des centrales nucléaires. Et dans ce cas-là, eh bien, on a une source de chaleur, la fission nucléaire par exemple, qui va permettre de réchauffer de l'eau, qui va qui va s'évaporer. Et c'est cette vapeur qui vient entraîner la turbine. Et ce mouvement, après, est transformé en électricité par le turbo-alternateur. Il y a quelques exceptions, par exemple un panneau photovoltaïque, il n'y a pas de turbo-alternateur. C'est directement le rayonnement qui crée de l'électricité. Si on prend une centrale nucléaire, en fait son rôle c'est juste de transformer de l'énergie primaire, qui est la chaleur dégagée par les fissions des atomes, en électricité, en énergie secondaire qui va être ensuite acheminée jusque chez vous. Et c'est cette électricité que vous allez consommer. L'électricité, c'est particulier par rapport à d'autres énergies qu'on utilise parce qu'en fait, vous utilisez directement l'énergie qui est produite au niveau de la centrale. Ça veut dire que ce que vous utilisez doit être produit exactement en même temps. Donc, l'implication de ça, c'est que sur le réseau électrique, il faut toujours qu'il y ait égalité entre la consommation d'électricité et la production. Il faut que ces deux choses soient toujours égales. Alors, comment on fait? Parce que là, il y a un peu un problème. Vous vous rendez bien compte que si vous allumez votre four, la centrale ne peut pas anticiper que vous allez allumer le four et puis produire plus d'énergie. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand vous allumez votre four, par exemple, imaginons que tout est à l'équilibre avant, et vous allumez votre four, donc il y a un peu plus de consommation, eh bien, vous allez prendre de l'énergie. C'est comme si vous preniez de l'énergie à cette turbine, au turbo-alternateur dont on a parlé. Ce turbo-alternateur, du coup, vous lui prenez un peu d'énergie, donc il va un peu moins vite. Et en fait, ça, le réseau électrique va s'en rendre compte et il va augmenter la production pour remettre de l'énergie là-dedans et faire revenir à la bonne fréquence. Et ça, c'est la fréquence du réseau électrique. En France, elle est de 50 Hz et c'est comme ça qu'on arrive à ajuster la consommation et la production. Si on consomme un peu plus qu'on produit, la fréquence va se baisser et à ce moment-là, les centrales vont réagir et produire plus d'électricité pour rétablir la fréquence. A l'inverse, si on produit plus que ce qui est consommé, il va y avoir de l'énergie en plus qui vont faire que ces turbo-alternateurs vont tourner un peu plus vite, donc plus de fréquence, donc les centrales vont baisser en puissance pour rétablir l'équilibre.
Et pour que le réseau soit stable et qu'on continue à avoir toujours l'électricité, il faut toujours avoir cet équilibre entre consommation et production. Et ça peut varier pas mal entre les différentes heures de la journée, hein, ça varie toutes les minutes, quoi, enfin toutes les secondes même, et puis entre différentes périodes. Et pour que le réseau soit stable, pour qu'il continue de fonctionner, il faut toujours avoir cet équilibre. Et il y a une autre conséquence importante de ça, c'est que toutes les machines qui sont connectées au réseau électrique fonctionnent à la même fréquence. On dit qu'elles sont synchrones, elles tournent toutes à 50 Hz, toutes ces machines tournantes. Donc la centrale nucléaire en France et la centrale au charbon en Pologne tournent à la même fréquence, elles sont sur le même réseau, et ce réseau connecte tous les consommateurs et tous les utilisateurs sur l'ensemble du continent européen. Donc en fait, on pourrait le voir comme une sorte de supramachine sur laquelle on est tous connectés, qui nous permet d'avoir accès à de l'énergie et qui produit, transporte et permet de consommer chaque année d'énormes quantités d'énergie. Pour moi, c'est une des plus belle machine que l'humanité a créée. Et c'est assez impressionnant de voir ce système qui fonctionne en continu, avec quasiment pas de problème, et qui nous permet d'avoir accès à quand même un confort conséquent. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais l'électricité, c'est de la lumière, c'est l'accès à Internet, c'est la télé, c'est le fait de pouvoir se chauffer, d'avoir de l'eau chaude, de pouvoir cuisiner, d'avoir des frigos, d'avoir un lave-vaisselle, d'avoir une machine à laver. Voilà, si on a une journée de coupure, on ne fait pas grand-chose de sa journée aujourd'hui. Ça apporte vraiment beaucoup à l'humanité. Aujourd'hui, dans le monde, la majorité de l'électricité qui est consommée, elle n'est pas stockée. Elle est vraiment consommée au moment où elle est produite. Et à l'échelle mondiale, il y a autour de 1% de l'électricité produite qui va être stockée. Aujourd'hui, on la stocke comment? On la stocke un tout petit peu dans les batteries, mais ça reste très minoritaire. Donc là, c'est le même fonctionnement que la batterie de votre téléphone portable, par exemple. On va pouvoir mettre de l'électricité dedans et ça devient une énergie potentielle qui attend qu'on aille la chercher. Ça permet de stocker des petits volumes et sur des petites périodes de temps. Alors même si ça permet de stocker qu'un petit pourcent de l'électricité produite, il y a un stockage qui est largement majoritaire aujourd'hui, qui sont les STEP, pour stations de transfert d'énergie par pompage. Alors c'est quoi? En fait, c'est assez simple, c'est un barrage hydroélectrique qui fonctionne dans les deux sens. Donc si on a trop d'électricité, on va venir pomper de l'eau qu'on va mettre dans un réservoir eau, et puis quand on n'en a pas assez, eh bien cette eau-là, on la laisse s'écouler et on récupère de l'électricité. Évidemment, comme à chaque fois qu'on manipule de l'énergie, il y a des pertes, eh bien, ce que vous allez récupérer comme électricité, ça va être moins que ce que vous avez mis dedans. Et c'est pour ça en fait, qu'on stocke très peu l'électricité. C'est plus intéressant d'en produire moins que de devoir la stocker et d'en perdre. Ces steps, on les utilise quand on a plus d'électricité que ce dont on a besoin. Donc ce surplus d'électricité, on va l'utiliser pour pomper de l'eau. Et après, quand on manque d'électricité, on peut récupérer ce qu'on a stocké avant sous forme d'eau, en fait, pas sous forme d'électricité, sous forme d'eau en hauteur. On va les laisser redescendre et récupérer une partie importante, rendement ça doit être 80%, donc une partie non négligeable de l'électricité qu'on a stockée. Ce système de STEP, ça illustre très bien un truc dont on a parlé avant, c'est que l'énergie, c'est une histoire de transformation. Donc vous voyez, avec les STEP, on va avoir de l'électricité qu'on a produite avec une ressource primaire, et cette électricité, on va la stocker sous forme potentielle d'eau en hauteur, et cette eau en hauteur, on peut la retransformer en électricité pour faire encore des choses chez vous. Donc vous voyez, il y a plein de transformations, et à chaque fois, malheureusement, il y a des pertes. Attention quand même, parce que tous les barrages ne sont pas des STEP. Les STEP, c'est vraiment des barrages qui sont faits pour ça et qui ont un réservoir, donc un lac en bas et en haut. Il y a plein de barrages qui sont juste des lacs, et là, on garde de l'eau pour quand on a besoin d'électricité, et quand on ouvre, on produit de l'électricité. Et en fait, il y a même de l'hydroélectricité qui ne sont pas des barrages. On a des moyens de production qu'on appelle au fil de l'eau, où en fait, c'est juste une rivière qui vient entraîner des turbines, et dans ce cas-là, on n'a pas de lac, on ne fait pas une réserve. Donc dans ce cas-là, on dépend du débit de la rivière, et donc ça peut varier au fil de l'année. Alors, on parle beaucoup de blackout. Est-ce qu'on va avoir des problèmes cet hiver, et comment fonctionne le réseau en général? Il y a deux questions un peu différentes. La première, c'est est-ce qu'on va manquer d'énergie? Et donc, dans ce cas-là, on se demande, voilà, est-ce qu'on a assez d'eau dans nos barrages? Est-ce qu'on a assez de centrales nucléaires qui fonctionnent? Est-ce qu'on a assez de gaz en réserve pour produire l'électricité quand on en a besoin? Vous voyez, est-ce qu'on a assez de réserves pour fournir de l'électricité pendant tout l'hiver? Donc ça, c'est un problème de stock de réserve. C'est un premier problème. Alors là, on a eu un peu de chance jusque-là parce qu'il a fait plutôt chaud, ce qui fait qu'on a consommé peu de gaz par rapport à d'autres années. Donc on va être un peu sauvé peut-être par le changement climatique, ce qui n'est pas une bonne chose pour autant. Et il y a un deuxième problème qui est un problème de puissance. Voilà. Imaginons une journée d'hiver où il fait très froid et où il n'y a pas de vent. Aujourd'hui, l'énergie éolienne, ça produit beaucoup d'électricité en Europe, donc il y a de bonnes chances que les périodes de tension, ça soit des périodes sans vent. Donc on est dans une période de tension, il fait froid, donc les gens consomment plus parce qu'ils se chauffent, et il y a une production un peu à la peine parce qu'il n'y a pas de vent ce jour-là. Et en plus, cette année, on a un parc nucléaire qui a du mal à fonctionner.
un peu parce qu'on le met à jour pour qu'il dure plus longtemps, et puis parce qu'on a eu ces problèmes de corrosion sous contrainte dont vous avez peut-être entendu parler. Donc on a une production qui est faible et on a une consommation qui est élevée. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Parce que si on a un déséquilibre comme ça sur le réseau, il ne peut pas fonctionner et il va se casser la figure. Et s'il se casse la figure de façon désorganisée, c'est très grave et ça s'appelle un blackout. Sauf que ça a très peu de chances de se passer. En fait, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, ce qu'on va faire, c'est on va essayer d'avoir le maximum de production. Donc, on va allumer les centrales au gaz qui sont des centrales fossiles, donc qui émettent du CO2, donc c'est polluant. Mais quand on n'a pas le choix, on le fait. On va ouvrir les barrages au maximum parce qu'on aura gardé de l'eau pour ces situations de tension. Donc, on va augmenter comme ça la production. Et côté consommation, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on peut demander des efforts. On peut dire, écoutez, demain, c'est une journée difficile pour l'ensemble de la France. Donc, essayez de moins chauffer chez vous, essayez de moins faire la cuisine. Faites attention à votre consommation si vous ne voulez pas que certains d'entre nous aient des problèmes. Donc, on peut demander certains efforts comme ça. C'est ce qu'on va faire avec un dispositif qui s'appelle EcoWatt. Ça va être des journées rouges, ça va être des journées où si vous faites un effort, ça rend service à un peu tout le monde. On va couper certains industriels. Il y a des industriels qui vont être dédommagés pour ne pas du tout consommer d'électricité ces jours-là. Donc les premières personnes qu'on coupe, ce sont les industriels. Et ensuite, si on a toujours un déséquilibre, si on n'est toujours pas capable d'avoir cette égalité, vous voyez, si on consomme plus que ce qu'on produit, eh bien, plutôt que de laisser le réseau s'effondrer et d'avoir un blackout, ce qui est catastrophique, ce qui casse des trucs et ce qui met des jours à relancer, eh bien, on va juste couper certaines personnes. Donc ça, ce n'est pas un blackout. Un blackout, c'est un effondrement non contrôlé du réseau. Couper certaines personnes, c'est ce qu'on appelle des coupures tournantes ou des délestages. Et en fait, ce qui va se passer si on en arrive jusque-là, parce que ce n'est pas sûr que ça arrive, mais si on arrive jusque-là, on va couper une région, certains quartiers, une ville pendant 2 heures. Et si le problème dure plus de 2 heures, eh ben on leur remet l'électricité et on va couper ailleurs. Et donc ça, c'est des coupures qui sont contrôlées et qui permettent d'éviter le pire. Parce qu'on choisit finalement de couper des personnes qui peuvent se passer l'électricité pendant 2 heures. Alors c'est un peu désagréable, vous n'aurez pas Netflix, mais vous n'allez pas en mourir. Et pourquoi on préfère faire ça? Pour ne pas avoir à couper des hôpitaux où il y a des gens qui dépendent de l'électricité pour leur survie. Bon, je prends un cas un peu extrême, mais vous voyez, vaut mieux maîtriser qui on coupe et limiter les impacts graves que tout perdre et avoir des impacts extrêmement graves. Waouh, tout Brooklyn est dans le noir. J'ai toujours adoré les blackouts. Écoutez comme c'est calme, c'est si paisible. Non, ça vire immédiatement à la purge. Bravo New York! Pourquoi on est dans cette situation aujourd'hui? Eh bien, en Europe, on a eu des problèmes d'approvisionnement avec la guerre en Ukraine, notamment de ressources fossiles, parce que la Russie nous envoie pas mal de pétrole et pas mal de gaz. Et donc, on a des soucis d'approvisionnement, ce qui fait aussi que les coûts ont augmenté. Et on a eu aussi des problèmes de corrosion sans contrainte, donc des problèmes techniques qui ont obligé d'arrêter certaines centrales. Mais en fait, on en est là aujourd'hui parce qu'on a pris beaucoup de retard en France sur le déploiement de nouveaux moyens de production d'électricité. On a besoin d'électricité, on a besoin d'électricité bas carbone, et là, c'est un chantier sur lequel on est en retard et où on ferait mieux de se manier. T'as capté? Donc dans le jeu Eco, si vous avez joué, il est vachement cool, le but, c'est d'essayer de réduire son impact sur l'environnement et d'en avoir le moins possible en construisant une civilisation. Et en fait, on est dans cette situation aujourd'hui avec notre système énergétique où on veut réduire son impact sur l'environnement, avec notamment les notions du changement climatique et d'autres problèmes environnementaux qu'on n'a pas le temps de développer ici. Donc pour le changement climatique, il faut faire quoi? Il faut réduire les émissions de CO2. C'est vraiment ça la priorité. Si on veut être dans un monde à moins de 2 degrés en 2100, il faut émettre moins de CO2 et donc il faut utiliser moins de ressources fossiles. Aujourd'hui, ces ressources fossiles, elles sont partout. Elles sont dans la production d'électricité de nombreux pays avec le charbon. Elles conditionnent quasiment l'ensemble de notre mobilité avec le pétrole. Et puis on utilise beaucoup le gaz pour se chauffer et pour des procédés industriels. Et tout ça, ça doit changer. Alors comment changer ça? Eh bien, il faut produire l'électricité sans ressources fossiles. Et pour ça, on a déjà des technologies, l'éolien, le photovoltaïque, l'hydroélectricité, le nucléaire. Et donc ça, il faut en déployer davantage partout dans le monde. Alors après, chaque pays choisira un peu ses technologies là-dedans en fonction de questions politiques et en fonction des ressources disponibles, en soleil, en vent, en uranium, etc. Donc il faut déployer des moyens de production d'électricité qu'on appelle bas carbone, qui émettent peu de CO2. C'est ce qu'on voit dans tous les scénarios, ceux du GIEC, ceux de l'AIE au niveau mondial, de l'Agence internationale de l'énergie. Et cette électricité bas carbone, elle est d'autant plus importante qu'elle permet aussi de sortir les ressources fossiles des autres secteurs. Aujourd'hui, on l'a dit, le transport, c'est le pétrole. Et en fait, remplacer ce pétrole par des agrocarburants, par exemple, ce n'est pas possible. On n'a pas les volumes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être que demain, on aura moins de transport. Il y a aussi cette question de la demande. Est-ce qu'on pourra avoir autant de transport pour tout le monde, autant de chauffage? Peut-être il y a une partie de notre consommation d'énergie qui est superflue. On en consomme peut-être trop. En France, on a peut-être trop de voitures qui sont des moyens inefficaces de consommer de l'énergie. On peut aussi se dire qu'on chauffe trop. Et là,
Une solution, ça pourrait être par exemple d'augmenter l'isolation des bâtiments. Dans ce cas-là, vous avez toujours chaud à l'intérieur, mais en dépensant beaucoup moins d'énergie. N'empêche qu'à la fin, eh bien, il faut encore se déplacer et il faut encore se chauffer. Et pour ça, on peut plus se permettre d'avoir du gaz et du pétrole. Donc à terme, ça veut dire quoi ? On peut remplacer un peu par de la biomasse, par exemple du bois pour se chauffer, mais on va avoir aussi besoin d'électrifier ces secteurs-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire utiliser l'électricité au lieu des ressources fossiles qu'on utilise aujourd'hui. On va les décarboner, on va arrêter d'émettre du CO2 pour ces secteurs. Et donc pour la mobilité, ça va être des choses comme les trains par exemple qu'on peut électrifier, mais également les voitures électriques qui sont bien plus intéressantes que les voitures thermiques du point de vue du climat. Pour le chauffage, ça va être des choses comme les pompes à chaleur. Et pour l'industrie, ça va être directement l'électricité ou ça peut être des dérivés comme de l'hydrogène qu'on produirait avec de l'électricité. Dans ce cas-là, c'est très intéressant pour faire de l'acier par exemple. Aujourd'hui, l'hydrogène, c'est une piste intéressante pour faire de l'acier sans émettre de CO2. Parce qu'aujourd'hui, on utilise du charbon pour faire de l'acier. Mais il faut aussi comprendre que ça demande beaucoup d'électricité et que l'hydrogène qu'on va faire avec de l'électricité, on ne peut pas se permettre d'en avoir des quantités énormes. C'est trop énergivore. Et l'hydrogène qu'on va faire avec de l'électricité, on ne va pas en avoir des quantités énormes. Donc il faut l'utiliser où c'est nécessaire. Et aujourd'hui, l'hydrogène, là où c'est le plus utile, c'est dans l'industrie. C'est pour faire de l'ammoniac pour nos engrais, parce qu'aujourd'hui, on utilise des ressources fossiles. C'est pour faire de l'acier, c'est pour des applications dans le raffinage, par exemple. Et en fait, l'hydrogène, nous, dans notre vie tous les jours, on en aura très peu l'utilité. Alors même si on n'a pas les besoins d'Iron Man, on a tous besoin d'énergie, et notamment d'électricité. Et le problème qui se pose, c'est quand c'est en même temps. Parce que si tout le monde tire en même temps sur le réseau, eh bien, il faut produire de grandes quantités d'électricité. Et dans ce cas-là, on utilise souvent des moyens de pointe qui sont des moyens au gaz, donc qui émettent beaucoup de CO2. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le moment où vous utilisez l'électricité, ça conditionne la pollution qui est émise. Si vous décalez votre consommation pour ne pas consommer en même temps que tout le monde, vous avez une consommation qui est moins polluante. Donc l'énergie, c'est une notion centrale pour comprendre la physique et c'est aussi une notion centrale pour nous en tant que société. Aujourd'hui, elle nous pose de gros problèmes parce qu'on repose sur des sources qui sont fossiles, qui sont non renouvelables et le changement climatique va avoir des conséquences très graves. Donc notre but aujourd'hui, c'est de sortir le plus rapidement possible de ces ressources fossiles et pour ça, on a besoin d'autres énergies et d'autres technologies et également de repenser une partie de notre consommation et de consommer moins. L'énergie, c'est tout ça. T'as capté ? T'as capté ?